Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette grande conférence publique du CRM. Bon, avant de commencer avec la soirée de ce soir, on vous annonce déjà la prochaine conférence. Donc, le vendredi 5 mai. Le choix de la date, c'est parce que c'est pendant les 24 heures de science. C'est un vendredi soir. Donc, du coup, on a mis ça à 19 heures pour que les gens puissent amener leurs enfants ou les étudiants. On a de la chance d'avoir René Doyon, le scientifique de l'année de Radio-Canada pour la deuxième fois, qui va nous parler des résultats du télescope James Webb. Bon, alors ce soir, bienvenue à tous. Donc, c'est le 14 mars, la Journée internationale des mathématiques. C'est la première fois qu'on peut célébrer vraiment en présentiel. Donc, on voulait vraiment une atmosphère de fête. Et grâce à vous, on en a une. En plus du spectacle de ce soir, déjà ce matin, il y a eu en virtuel une présentation des 4 médaillés Fields. On leur avait demandé des présentations de 10 à 15 minutes à l'intention des écoles. Donc, si vous cherchez sur le site de la Journée internationale, vous pouvez maintenant voir ces présentations et il y a même des sous-titres en français si vous cliquez français pour les sous-titres. On voulait fêter avec Yvan Saint-Aubin. Vous l'avez rencontré soit comme professeur, soit comme organisateur des grandes conférences. Il a été l'organisateur depuis les tout débuts en 2006 jusque très récemment. Yvan, c'était un passionné des mathématiques et de la vulgarisation mathématique. Et pour nous, c'était très important pour le remercier de l'inviter à donner une conférence et à nous parler ce soir. Yvan a obtenu son doctorat en physique à l'Université de Montréal. Il a ensuite fait un postdoc au Massachusetts Institute of Technology et il est revenu comme professeur de mathématiques cette fois dans notre département. Sa recherche porte sur les phénomènes critiques en physique statistique, entre autres les transitions de phase. Donc, c'est comme quand l'eau passe à la glace. Et sa recherche a eu un impact très significatif. Son article avec Langlands et Pouliot a vraiment ouvert le sujet. Et quand on écoute des conférences des médaillés Fields, cet article est souvent cité comme un des articles qui a marqué le domaine. Yvan est également considéré le meilleur enseignant au département de mathématiques. Il s'est mérité plusieurs prix d'excellence à l'université, mais également le prix d'excellence en enseignement de la Société mathématique du Canada. Dans les cégeps, c'est un conférencier très populaire. Chaque automne, il me disait, mais je commence ma tournée des cégeps. Il a animé des camps mathématiques. Au niveau encadrement, il a supervisé un très grand nombre des étudiants de maîtrise et des doctorats. J'ai beaucoup discuté ou travaillé avec Yvan et puis il me disait toujours, mais je suis physicien aussi. Et il a hérité de sa formation de physicien un goût de combiner non seulement les concepts abstraits, mais également les calculs. Pour lui, c'est important, il faut calculer, il faut voir le détail. Et Yvan a toujours également ce souci de comprendre en détail quand il regarde, il avait monté son ordinateur à l'époque où c'était des stations de travail, il va regarder il veut comprendre les logiciels, il va comprendre comment fonctionne son appareil de photo, etc. Donc, ce souci de la compréhension profonde. Et Yvan a également servi énormément à tous les niveaux, que ce soit dans son département, dans son université, au Centre de recherche mathématique, à la Société mathématique du Canada, à la CREPUC, et sûrement, je dois en oublier. Mais c'est lui que vous êtes venu écouter ce soir. Donc, je vais commencer par dire merci à Christiane, pas simplement de m'avoir invité, c'est un petit peu égoïste, mais surtout, comme elle l'a mentionné, on a organisé cette série des grandes conférences pendant 12 ans ensemble, jusqu'à temps que je tire ma révérence et elle tient vaillamment le fort. Mais il n'y a pas rien que les GC, on a les grandes conférences, on a fait plein d'activités, dont écrire un livre ensemble. Donc, en fait, Christiane, merci pour tous ces défis
tous ces projets qu'on a menés ensemble, c'était extrêmement agréable. Ça va au-delà, évidemment, du plaisir de faire de la science ensemble. C'est aussi des liens d'amitié. Sur une gravure des chairs, je vais commencer à vous dire une de mes passions un peu enfantines, c'est de me demander quels ont été les premiers gestes mathématiques. Donc, qui a commencé à faire des maths sur la planète? Première chose qu'on pense quand on a ça en tête, c'est de se dire, ah, les gens ont commencé à faire des opérations comme l'addition, ou mesurer aussi des champs pour délimiter leurs propriétés. Mais je pense à des choses beaucoup plus profondes et sûrement antérieures à ceci. Après tout, la littérature est certainement née avant l'écriture. L'écriture demande un ensemble de technologies incroyables, avoir un support qui dure, avoir des techniques pour enregistrer les sons sur un médium comme ça. Donc, c'est clair que la littérature a commencé plutôt autour d'un feu quand un aïeul contait à ses proches les grandes sagas de son peuple et des choses comme ça. Qu'est-ce qui joue le rôle en mathématiques de ces premiers gestes? J'oserais penser qu'un des premiers, c'est vraiment les pavages. Donc, voici une défense de mammouth gravée avec ce qui s'appelle, dans notre langage mathématique, un pavage. C'est-à-dire qu'il y a un polygone régulier. La gravure n'est pas parfaite, mais ce sont tous un autre patron qui n'a pas toutes les symétries. C'est un mot que je vais décrire plus. OK. Donc, cette mosaïque est récente dans un pays où on en a fait beaucoup de pavages. Et finalement, j'aimerais en montrer une. Donc, ceux qui ont lu le début du chapitre pavage, ce petit commentaire d'Escher qui dit qu'il a passé quelques semaines à l'Alhambra, dans le sud de l'Espagne, à admirer les mosaïques que les morts avaient faites. Donc, je vais prendre un peu de temps pour la décrire, simplement pour vous montrer la complexité de ce dessin-là. Commençons à regarder la diagonale en bleu. Donc, ce patron en tricorne, il revient un après l'autre et dans lequel il y a cet hexagone qui est là. La diagonale après en rouge-orange, une diagonale noire, une verte, et ensuite le patron commence en bleu. Si vous avez regardé diligemment, vous avez remarqué aussi qu'il y a des tricornes tournés en blanc qui s'insèrent entre les diagonales colorées. Au centre des tricornes blancs, il y a cette étoile à 6 branches. Donc, le patron est hautement non trivial et j'aimerais un petit peu vous donner les mots que nous, les mathématiciens, on utilise pour décrire ces patrons vraiment magnifiques. Donc, je vais jouer à un artiste de l'Alhambra, mais avec des tuiles qui sont faites pour que je puisse vous montrer ce que je vais vous montrer. Donc, la première animation, je vais vous demander de regarder ce point-là et lancer l'animation comme ceci. Donc, ce mouvement, qui s'appelle en maths une translation, c'est comme de pousser le tapis jusqu'à temps que le patron revienne exactement comme il était. Évidemment, pour faire ceci, on demande de penser comme on a appris en géométrie euclidienne au secondaire. Le patron est répété infiniment dans toutes les directions. Et donc, si je le tasse, il continue, il y en a tout le temps. Il revient à la place. Une autre place, continuez à regarder ce point-là. Et maintenant, c'est une rotation qui va ramener le patron. Okay? Donc, les mathématiciens utilisent beaucoup ces symétries, soit les translations, les rotations, pour caractériser les pavages qui remplissent complètement le plan. J'ai utilisé pour ce dessin-là des tuiles colorées et des tuiles blanches qui sont obtenues par les colorés simplement en faisant
une réflexion dans un miroir. Okay, simplement un petit moment, rien que pour savoir à qui je parle. Donc, quels sont ceux qui ont été tirés contre leur gré par leurs amis? OK, alors j'espère que vous ne vous ennuierez pas trop. OK. Quels sont ceux qui sont des étudiants au secondaire? Magnifique, bienvenue. Au collégial. OK, beaucoup, super. Les profs du cégep, quelques-uns, magnifique. Et je vais demander, OK, les gens qui sont simplement intéressés à la science et qui viennent par curiosité. Ah, magnifique. OK, il y a des collègues aussi, donc c'est chouette. Là, des étudiants gradués. Vous êtes les bienvenus. OK. Donc, parmi les cégepiens, est-ce qu'il y a quelqu'un de brave? Mademoiselle, bonjour. Vous êtes au collégial. Super. Quel est votre prénom? Catherine. Vous connaissez bien les angles, 30 degrés, 45 degrés. Ça vous dit quelque chose? Donc, Catherine, ici, il y a 6 objets qui se rencontrent. Ils sont tous égaux, les angles. Quel est l'angle en rouge? Magnifique. Quel est celui-là? Demander quelque chose en public, tout le monde corrige, mais c'est être sur la sellette, c'est plus nerveux. Donc, c'est 30 plus 60 plus 90, ça donne 180. Donc, nous sommes en géométrie euclidienne. Il y a un théorème qui nous dit que c'est comme ça. OK. Je vais maintenant, pas simplement à Catherine, demander un petit jeu à tout le monde. Pierre-Alexandre. OK. Alors, le jeu est le suivant. C'est de savoir quelle est la plus petite tuile qui pourrait paver ce dessin-là. Donc, supposons que vous êtes un propriétaire d'une compagnie qui fait des tuiles. Il y a un grand avantage à faire les plus petites tuiles possibles parce que si elles se brisent, le coût, la perte est moindre. Et donc, vous êtes intéressé à savoir si ceci serait suffisant ou ça prendrait ça, ça prendrait ça, ça prendrait ça. 10 secondes pour faire son choix et ensuite, on passe au vote. Bon. Alors, j'ai une question. Est-ce qu'on peut les changer de côté? Visiblement, tu n'as jamais posé de tuiles. Habituellement, alors d'un côté, c'est de la céramique et de l'autre côté, c'est rêche. Donc, tu ne peux pas la retourner. Mais tu peux la translater et la tourner. Allez, on passe au vote. Qui vote pour celle-ci? OK, la grande majorité, ça. Quelques mains, ça. De moins une main, ça, une main. OK, la réponse, c'est vraiment la plus petite. Remarquez que les six tuiles de ce format-là remplissent l'hexagone. Puis maintenant, il y a des hexagones facilement repérables et donc on peut propager le dessin. OK, je vais vous mettre à la question sur un autre pavage tantôt, mais j'aimerais remarquer que l'ensemble des translations et des rotations d'un pavage, quand on les compose, quand on les fait l'une après l'autre, font apparaître une structure que nous, les mathématiciens, appellent un groupe, quelque chose qu'on enseigne pendant le baccalauréat. Et curieusement, c'était une idée qui était là, en gestation. Je dirais que la personne qui a gravé la corne de mammouth le pressentait, mais le groupe n'a vraiment été défini qu'au 19e siècle. Ça arrive souvent en maths qu'on est assis sur quelque chose, puis on ne sait pas comment le faire fructifier. Un des exemples que plusieurs d'entre vous connaissent, peut-être pas que le calcul différentiel a commencé quasiment deux millénaires avant, mais la méthode d'exhaustion, je pense qu'elle vient d'Euclide, mais vraiment Archimède a poussé cette technique-là d'une façon incroyable, de façon à prouver que l'air, si vous avez 2 disques, le rapport des aires est le carré du rapport des rayons. Donc, ça, vous avez appris ça au secondaire, mais la preuve est hautement triviale et je serais très étonné qu'on vous ait fait la preuve au secondaire. On ne me l'a jamais faite.
Mais bref, cette méthode d'exhaustion a un sens du processus limite qui a conduit Leibniz et Newton au calcul différentiel que les cégepiens connaissent maintenant. Dans le cas du concept de groupe, il est là dans les pavages, mais l'obstruction, probablement, c'est de mêler les rotations et les translations, puis le pavage qui est indépendant de ces opérations-là. Donc, curieusement, je pense qu'on donne le crédit ou la paternité de la définition de groupe à Galois, même si dans la théorie des groupes, il y a des théorèmes qui s'appellent le théorème de Lagrange qui précèdent la définition, mais toutes ces idées-là étaient mêlées puis elles ont comme explosé au 19e siècle. Donc, dans le cas du pavage que j'ai choisi, tiens, je vais continuer à vous faire tourner ça pour vous endormir, mais c'est clair que je peux translater la mosaïque dans cette direction-là ou cette direction-là. Et la rotation ici est un angle de 120 degrés. Je pourrais tourner de 180 autour de ce point-là ou de 60 autour de celui-ci. Avant de terminer mon premier chapitre, j'aimerais vous montrer ce pavage-là. Ce n'est pas la gravure d'Escher dont je veux parler, mais celle-ci, je la trouve très, très, très jolie. Et bon, 3 types de salamandres, des blanches, des rouges, des noires, toutes congruentes. C'est-à-dire que si j'en déplace une, je peux superposer sur une autre simplement par mouvement. C'est vraiment remarquable. Et je vous suggère de jouer le rôle des tuiles à nouveau. OK? Donc, habituellement, à ce point-ci du moment où je demande cette question-là, quelqu'un pose une question. Et la question, c'est est-ce qu'il faut regarder les tuiles comme ayant toutes la même couleur ou toutes les couleurs différentes? Donc, supposons que qu'on voit qu'une seule couleur. Quelle est la plus petite tuile qui peut paver la gravure d'Escher? OK, on passe au vote. Celle-ci, et je dirais à peu près le tiers de la salle. Celui-ci, beaucoup moins, mais quand même. Et celle-ci. Donc, la bonne réponse est celle-ci. Et c'est assez facile de voir que dans ce dessin-ci, il y a une salamandre au complet. Donc, la salamandre rouge n'a pas de tête, mais la tête blanche ici compense ici, etc. Donc, c'est suffisant. Donc, c'est un exercice amusant. Et si vous allez sur Internet, vous allez pouvoir trouver cette gravure-là et répondre à la question plus difficile, si les couleurs sont différentes, quelle serait la plus petite tuile? Je passe au second chapitre de ma conférence qui semble déconnecté. Mais attention, ce n'est pas. Donc, voici 3 copies du même texte en vieux grec, en latin et en arabe, avec les dates de leur écriture. Et je vais vous donner la seconde page de ce texte-là. Et même si je n'ai pas fait de latin, il y a quelques mots qui me font dire, qui vont me faire reconnaître le texte. Omnes rectos angulos, tous les angles rectangles. Il y a un mot que je ne sais pas lire, mais equales, ça ressemble à égaux. Et ceci me fait dire que c'est évidemment les éléments d'Euclide, dont le 3e axiome dit que les angles rectangles sont tous égaux. Avant, sont congruents, c'est ça que vous avez dit? Vous me corrigez, bon, OK. Donc, avant de passer sur les axiomes, une petite remarque. Donc, Gutenberg a imprimé sa première Bible ou ses premières Bibles en 1455. Dans l'Empire romain, il n'y avait rien d'autre que la Bible qui pouvait être le premier texte imprimé. Cependant, on peut se demander, quand on a découvert l'imprimerie, qu'est-ce qui pourrait être imprimé après la Bible? Et donc là, le panorama des textes écrits est beaucoup plus grand. Et Radolf a pensé que parmi tout l'héritage écrit,
c'était les éléments d'Euclide qui devaient être imprimés. Ça me fait plaisir. Les éléments d'Euclide commencent par 3 parties. Et curieusement, même si ce texte-là date de plus de 2000 ans, c'est le premier texte de mathématiques moderne à cause de sa façon d'être écrite. Donc, au début, il y a des choses qu'on pourrait appeler des lapalissades. Donc, si une quantité est égale à une troisième, puis une deuxième est aussi égale à la troisième, les 2 premières sont égales entre elles. Des choses comme ça. Donc, il joue carte sur table, il nous donne ces informations-là. Le deuxième ensemble d'informations sont des définitions. Permettez-moi de vous lire la 10e parce qu'elle est vraiment chouette. Elle dit quelque chose d'intéressant. Donc, si 2 droites se croisent de façon à ce que les 2 angles contigus soient égaux, on les appelle ces angles droits et les droites perpendiculaires. OK? Donc, voici ce que c'est un angle droit. Les définitions 1 et 4 sont beaucoup plus faibles. OK, alors, je m'excuse de dire ça comme ça. Mais, par exemple, le point est ce dont la partie est nulle. Ça ne nous dit pas vraiment ce que c'est un point, mais bref. Et la ligne droite est celle qui est également placée entre ces points. Là aussi, c'est étrange. Mais enfin, il faut dire avec le langage humain, donc grec à l'époque, ce qui est une droite, on est limité par la langue humaine. Après, ce sont les grands axiomes. Donc, la méthode de présentation est moderne parce qu'elle nous dit « je vais faire la géométrie en prenant pour acquis que ce sont des vérités. Et je vais bâtir l'empire des éléments de géométrie euclidienne sur ceci. » Donc, le premier dit « donner 2 points, je peux tracer un segment de droite entre les 2. Étant donné un segment de droite, je peux le prolonger d'un côté et de l'autre indéfiniment. Par 2 points, alors il y a plusieurs façons de lire celle-ci. Donc, si on a 2 points, il existe un unique cercle ayant le premier point comme centre et passant par le second point. Tous les angles droits sont congruents. Donc, si j'ai des angles droits ici et ici, je peux les amener l'un sur l'autre pour qu'ils coïncident. Et finalement, le 5e axiome est déplaisant, donc j'ai fait un dessin. Donc, 2 lignes droites tracées en bleu en coupe une 3e tracée en rouge. Les angles intérieurs ici ont une somme plus petite que 180. Si c'est le cas, les droites se croisent du côté où on a mesuré les angles. L'axiome est très long et compliqué. On a une autre version qui est équivalente. Donc, celle-là est plus connue. Je vous la lis encore ensemble, tout le monde ensemble. Une droite D en jaune, un point A brun. Il existe au plus une droite en bleu, en vert, pardon, qui est tracée passant par A, coplanaire à D et qui l'évite. C'est l'axiome des parallèles. Au plus une, tel que c'est formulé. Oui. Donc, OK, alors, Gilles me pose la question, je n'aime pas cette formulation, tu as le droit. Nous n'avons que des traductions du grec, de l'arabe, du perse et du latin. Donc, OK, alors, je ne saurais te dire lequel est dans le texte. On n'a pas de copie complète des éléments d'Euclide. OK? Donc, je vais plutôt répondre à ce que veut dire équivalent parce que ça va jouer un rôle par la suite. Ça veut dire que si je prends les 4 premiers et le 5e, je peux me déprouver que le 5e prime est une conséquence. De la même façon, si je prends les 4 premiers axiomes puis le 5 prime, je peux prouver que le 5e est une conséquence. Bref, les 2 théories faites avec 5 ou avec 5 primes vont avoir les mêmes conséquences logiques. OK. Donc, je trouve que le 5e est un peu malhabile
Mais Euclide, premièrement, il l'a mis. Donc, visiblement, il se disait qu'il devait l'avoir et il devait connaître la géométrie sphérique. Donc, je reviens à cette définition que j'ai malheureusement dit qu'elle était maladroite, mais la ligne droite est celle qui est également placée entre ces points. Je ne sais pas comment la généraliser pour qu'elle ait du sens sur la sphère. Mais la tentation est de dire, ben, si je veux aller de Montréal à Yaoundé, je vais prendre le chemin le plus court. Puis en géométrie euclidienne, le segment de droite en 2 points, c'est le chemin le plus court. Donc, supposons qu'on remplace cette définition de ligne droite par le chemin le plus court. Pas parfait, une façon de rendre ça mieux, mais à ce moment-là, c'est d'aller de Montréal au Cameroun. Je vais suivre un arc de grand cercle. Étrangement, le chemin le plus court appartient au grand cercle, les grands cercles étant comme l'équateur ou les méridiens. Donc, c'est assez chouette, mais je peux voir que pas tous les axiomes vont être vérifiés avec cette définition de ligne. Donc, on peut passer à travers. C'est clair que si on me donne 2 points, je peux tracer un arc de cercle, de grand cercle entre les deux. Cet axiome-là est vérifié. Là, je dirais indéfiniment, ça dépend qu'est-ce qu'on veut mettre dans cette définition-là, mais si je trace un grand cercle, je reviens au point initial. Donc, ça ne va pas à l'infini. Je dirais que peut-être cet axiome-là n'est pas vérifié. Celui du cercle ne fonctionne pas. Si je prends le pôle nord et le pôle sud comme 2 points, et le pôle nord comme étant le centre du cercle, mais il n'y a pas de cercle qui contient un seul point, donc ça foire. Tous les angles droits sont congrus, ça fonctionne, et clairement, le 5e axiome ne fonctionne pas, surtout si j'y pense en termes de l'axiome de parallélisme. Par exemple, si la droite est l'équateur et le point hors de l'équateur est le pôle nord, je ne peux pas trouver un grand cercle passant par le pôle nord qui évite l'équateur, parce que les grands cercles passant par le pôle nord sont les méridiens et ils coupent tous l'équateur. OK? Donc, cette géométrie-là indique que probablement Euclide savait qu'il y avait quelque chose, qu'il avait besoin de ce 5e axiome, et il l'a mis, et c'est un peu un coup de génie. Certains disent qu'Euclide est le plus grand géomètre non euclidien. Donc, la droite est le plus court chemin. Avec cette définition-là, je peux faire des triangles. Donc, je peux prendre 3 arcs de grands cercles pour en faire un triangle. Et si je peux faire des triangles, je peux faire des pavages. Donc, en voici un. Et plutôt que mettre des tuiles colorées et blanches, je n'ai mis que des colorées, puis j'ai enlevé les blanches pour qu'on puisse voir de l'autre côté. Catherine, t'as mieux su? Bonne réponse. Si les 6 angles ici sont égaux, quelle est la valeur de l'angle bleu? Pardon? Oui. 60? 60, OK. Ici, même topo. 60. Ici, OK. 60 plus 60, 120, plus 90, 210. OK? Et en fait, la somme des 3 angles intérieurs d'un triangle dans un tel pavage est toujours plus grand que 180, mais vu qu'on a contredit plusieurs axiomes, il ne faut pas s'attendre à ce que la géométrie euclidienne vale pour la géométrie sphérique. Chapitre 3, une autre géométrie. Donc, je ne vous ai pas encore parlé des chairs, sauf pour les salamandres. Ça s'en vient, soyez patients. Donc, une personne aurait dit que le 5e postulat est horrible. Ce n'est pas moi, je cite. Il est clair que nous devons trouver une preuve de ce théorème dont le caractère n'est clairement pas celui d'un postulat. Donc, dans cette phrase-là, il y a une erreur logique
évidente. Si on ne sait pas le prouver, ça ne peut pas être un théorème. Mais bref, pour Proclus, il est évident que le 5e postulat, le 5e axiome, découle des 4 premiers et que c'est simplement notre faiblesse d'esprit qui nous empêche de trouver la preuve. Il va mettre en branle une industrie incroyable, puisque l'Europe est dans la grande noirceur avant la Renaissance. Le travail est fait par des Perses et des Arabes. Beaucoup de tentatives, mais pas de succès. Et à un certain moment donné, les Européens s'y mettent à la Renaissance, des Italiens, des Allemands et Adrien-Marie Legendre, le grand du sujet. Donc, s'il y a quelqu'un qui mérite Monsieur Parallélisme, c'est lui. C'est un génie. Et il a fait en fait plusieurs preuves que les 4 premiers axiomes prouvaient le 5e. Toutes les preuves étaient fausses. Mais attendez, son génie, c'est qu'il trouvait toujours des erreurs. OK? Et en fait, il y a quelques années, j'ai lu une de ses preuves et il m'a eu. J'étais convaincu de la preuve, sachant que c'était impossible, puisque deux jeunes mathématiciens ont montré que certaines géométries respectent les 4 premiers axiomes, mais pas le 5e. Et je connaissais, lisant la preuve de Legendre, une de ces géométries-là, et la façon dont j'ai trouvé l'erreur dans la preuve de Legendre, c'est de me dire, mais qu'est-ce qui ne marche pas dans cette autre géométrie? Et là, on peut trouver l'erreur. Mais ces preuves sont vraiment bonnes. Elles sont toutes fausses, mais... OK, donc les travaux de ces 2 personnes-là étaient très abstraits. Les gens ont les retravaillés pour qu'on puisse visualiser cette géométrie-là. Donc, je vous la décris. Tout se passe à l'intérieur d'un horizon. L'horizon n'est pas dans l'univers, c'est l'intérieur du disque qui est l'univers. J'ai besoin de l'horizon simplement pour visualiser l'intérieur. Les angles sont mesurés en géométrie euclidienne. Catherine, ça va être utile. Donc, quand je vais demander à Catherine quels sont les angles, elle pourra utiliser ses yeux euclidiens pour mesurer les angles. Les droites sont soit des diamètres, soit des arcs de cercle qui arrivent à la frontière à angle droit. Ce n'est peut-être pas clair, mais angle droit, ça veut dire, vu que c'est des courbes, on colle des tangentes sur les courbes, puis on regarde l'angle que ces droites tangentes font. Si c'est angle droit, on dit que les courbes sont à angle droit. Les distances sont mesurées de façon compliquée, puis je ne vais pas vous donner la formule, je n'en aurai pas besoin, mais disons que si ça c'était 1 mètre, 1 centimètre ici, avec nos yeux euclidiens, et 1 centimètre ici, avec nos yeux euclidiens, ne représenteraient pas la même longueur dans cet univers-là. Plus on est proche de l'horizon, plus un petit déplacement est très, très grand. OK? C'est vague, mais ça va nous suffire. Donc, dans cette géométrie-là, le 5e axiome est clairement faux. Donc, je le répète ici, mais il est complètement pas satisfait. Plutôt, c'est le parallélisme hyperbolique qui est là. Il existe au moins une droite D, prenons celle-ci, et un point A hors de D, tel que 2 droites distinctes peuvent être tracées par A et évitant D. Donc, Gilles va se plaindre et va me dire, mais tu en as tracé 5, puis il pourrait visiblement en avoir une infinité. Tu as raison, Gilles. Mais on va travailler avec lui. OK? Donc, cette géométrie-là tue cet axiome-là à plate couture de la pire des façons. OK? Donc, je ne peux pas résister. Il y a des gadgets sur mon logiciel, mais il va y avoir des pavages. OK? Et donc, je vais passer 5-10 minutes à tracer un pavage et ça ne sera pas facile. Catherine, tu es prête?
Magnifique. Donc, voici ma première tuile. Je dois m'assurer que les segments qui forment le triangle sont des droites dans cette géométrie-là. Les diamètres en sont, ça règle le cas de AB et de AB'. Voici un arc de cercle qui rencontre l'horizon à angle droit. C'est une droite hyperbolique. Donc, le côté BB' est un segment de droite. Bingo pour ma première tuile. Il en reste une infinité à tracer. Les premières sont relativement faciles. Je les tourne. En tournant des diamètres par rapport au centre de l'univers, ça demeure des diamètres, c'est des droites encore. Et si je tourne l'arc de cercle qui arrivait à angle droit de 90 degrés, bien, ça va aussi arriver à 90 degrés. Donc, ces 4 tuiles-là sont légales. Et là, ça commence à aller mal. Donc, premier réflexe, c'est de dire, bien, je vais bêtement tourner celle-ci autour d'ici, mais ceci n'est pas parti d'un diamètre, donc ce n'est pas un segment de droite, et les deux autres non plus. Donc, ça ne marche pas. Donc, j'ai besoin d'aide, et puisque c'est difficile, je veux vous détendre un petit peu pour parler d'autre chose. Donc, besoin d'oxygéner vos cerveaux pour vous conter une histoire. ICM, c'est International Congress of Mathematicians. Ça se tient aux Olympiques d'hiver. Donc, pas pendant les Olympiques, mais l'année des Olympiques d'hiver. 54 en est une. Bref, il y a 2 stars qui se rencontrent. Des stars qui viennent de domaines différents. Une d'entre elles était Escher. Escher avait quitté les maths le plus tôt qu'il a pu le faire au secondaire. Il n'aimait pas ça. Il se croyait cancre. Bref, il a abandonné les maths. Les organisateurs du congrès invitent Escher à venir rencontrer les matheux. Il refuse. Puis à un moment donné, il dit OK, je vais y aller. Et il rencontre un collègue mathématicien qu'il ne connaît pas, puis il commence à interagir avec lui. Et un de ses buts artistiques est capturé par cette phrase de lui. Il peut arriver que quelqu'un, sans avoir assimilé beaucoup de connaissances exactes, sente un beau jour mûrir en lui le désir très concret et conscient d'approcher l'infini aussi purement que possible. Donc, d'écrire le sentiment d'aller à l'infini sur une feuille de papier finie. Donc, son nouveau copain l'informe que je saurais comment faire. Et Escher, si vous pouviez m'expliquer simplement comment construire ces cercles dont le centre approche graduellement la frontière, j'en serais immensément reconnaissant. Donc, Escher, vous le connaissez. Le mathématicien est le mathématicien d'origine britannique, mais qui a fait la totalité de sa carrière à Toronto, Harold Coxeter, que voici représenté. Ils vont entretenir une correspondance qui n'est pas la plus pédagogique, et je crois que Escher a compris comment faire en regardant des vieux croquis, des vieilles figures des travaux de Félix Klein, mais je n'en suis pas sûr. Voici le dessin le plus mathématique de l'exposé. Et je vais même faire une preuve. Respirez profondément. Donc, il s'agit d'une construction purement de géométrie euclidienne, mais qui a échappé à Euclide. Et elle est due, je crois, à Ludwig Magnus, qui est la suivante. On me donne un point et un cercle d'un rayon donné petit r, centré en haut. Et on dit que l'inversion de P par rapport à ce cercle est le point P' donné par les caractéristiques suivantes. Le point P' doit être sur la droite allant de O à P et il doit être déterminé par le quotient de la longueur du segment OP sur le rayon du cercle est égal au quotient du rayon R sur le segment OP'. Ceux qui ne sont pas agiles en maths, endurez les 5 prochaines minutes et rebranchez-vous quand je vais changer de transparent. C'est facile de construire le point P'. Je dis comment. Je
pique le point P de la pointe sèche de mon compas. Je mets l'autre pointe en haut et je trace l'arc de cercle brun. Vu que le point est à l'extérieur, il va rencontrer ce cercle, le grand cercle initial en 2 points. J'en choisis un et je trace le triangle ainsi créé. C'est chouette parce que ces deux côtés-là ont la même longueur. Ils ont été tracés à partir de points sur l'arc de cercle, même rayon. Deux côtés égaux, c'est ce qui s'appelle en géométrie un triangle isocèle. Je reprends mon compas, point sèche en Q, l'autre point en haut, et je trace le petit arc de cercle qui coupe ce segment OP au point P'. Et j'affirme que le P' est l'inversion, parce qu'à nouveau, ces deux côtés sont égaux et de longueur rayon du cercle. Et donc, c'est aussi un triangle isocèle qui partage cet angle-ci au triangle isocèle initial. Théorème des triangles semblables, le long côté du grand triangle sur son petit côté va être égal au grand côté du petit triangle sur son petit côté. Donc, c'est le point P' tel que cherché. C'est bizarre que c'est un intérêt pour Escher, mais les propriétés de cette inversion sont remarquables. Elles sont telles que si je fais l'inversion non pas d'un point ou deux, mais de tout un cercle, le cercle qui est à l'intérieur va se retrouver à l'intérieur du cercle utilisé pour l'inversion et il sera aussi un cercle. Ce n'est pas évident, pas du tout. Si je fais ça pour plusieurs courbes puis elles se croisent à angle droit, le croisement image va être avec le même angle droit dans ce cas-ci. Ce n'est pas évident non plus. Très, très difficile à prouver. Curieusement, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Donc, voici les trois droites qui déterminent ceci, ce triangle-ci, et je vais faire l'inversion par rapport à ce cercle ou cet arc de cercle qui coupe le grand cercle, l'horizon, à angle droit. Puisque les angles sont conservés, cette image par inversion devrait être une courbe qui devra être aussi un arc de cercle parce que les cercles sont protégés, restent des cercles, et il va devoir aussi croiser cet arc à angle droit. Ce qui veut dire qu'en fait, l'horizon va être envoyé sur l'horizon, cet arc est envoyé sur celui-là et celui-là sur lui. Je fais maintenant l'inversion des droites colorées et j'obtiens cette droite verte et cette droite bleue. Ceci est maintenant un triangle, puisque c'est c'est 3 segments de droite et j'ai donc une nouvelle tuile. Donc, et en fait, je peux m'assurer que les 8 tuiles ici sont toutes congrues à ces 4-là, pas euclidiennement, mais hyperboliquement. Donc, de ce petit dessin, vous vous rappelez les 1, 2, 3, 4, et j'aurais pu tracer les 8, et en fait, c'est ce que je vais faire maintenant. OK? Puis maintenant, une fois qu'on a trouvé le truc, on met ça dans l'ordinateur, et voici le pavage. Au cas où un méchant me dit « Il y a des trous blancs ici, tu n'as pas fait ta job », je vous invite à les combler. OK? Catherine, toujours là? Quel est l'angle ici? 45, c'est bon. Donc, je te vas plus loin. 60 plus 60, 120, plus 45, 165. Et dans cette géométrie, tous les angles intérieurs d'un triangle seront inférieurs à 180. Nous avons renié le 5e axiome. On ne peut pas s'attendre à ce que les résultats de la géométrie euclidienne valent.
J'ai joué moi-même le jeu de la plus petite tuile et la voici. Elle est constituée d'une colorée et d'une blanche et tous les autres sont congrus à cette tuile-là. Et si vous viviez dans un univers hyperbolique, vous pourriez tapisser votre salle de bain avec une seule de ces tuiles. Ah, pas tellement grave. Donc, finalement, je peux vous révéler la gravure d'Escher dont je voulais vous parler. Mais avant, pour terminer ce dialogue que Escher et Coxeter ont entretenu, Escher n'avait pas les mots mathématiques et Coxeter l'oubliait. Donc, évidemment, ils ne se comprenaient pas. Donc, après que Escher envoie sa gravure à Coxeter, Coxeter est dans tous ses états enthousiastes, écrit 3 pages pour expliquer à Escher ce que Escher a fait. Renvoie la lettre, incompréhensible, absolument incompréhensible. Donc, voici la gravure en question. Je vais la déranger en superposant mon pavage à l'aide des tuiles les plus petites. Simplement pour vous indiquer que le pavage que j'ai choisi est celui que Escher avait choisi avant moi. Donc, effectivement, chacune des tuiles contient un poisson au complet. Et vous allez me dire, oh, il manque les nageoires ici, mais il y a des vertes et bleues ici qui compensent ce qui a été rogné. OK? Je vais enlever mon pavage qui n'est pas beau pour restituer l'œuvre d'Escher, dont Escher était très fier. Donc, c'est un Hollandais, il va dire « Non, c'est moi, c'est moi ». Il est plus calme. Remarquez que tous les bancs de poissons d'une couleur donnée naviguent dans la même direction. 5 planches ont été taillées pour imprimer cette gravure-là. Et si Escher était encore vivant, je lui demanderais pourquoi ne pas en avoir fait que 3, puisque les poissons jaunes occupent le même espace euclidien que les verts. Donc, lui a fait une planche pour les jaunes, une verte, une bleue, une orange, une rouge et les noirs. Donc, c'est ce que j'ai lu, mais ça serait intéressant de lui demander, mais il n'est plus là. Donc, j'aimerais terminer cette conférence-là, dont l'histoire des mathématiques a remonté à 15 000 ans avant notre ère. J'ai balayé pas mal de temps, mais en fait, je suis arrivé pour les mathématiciens à la fin du 19e. Et pourtant, l'espace hyperbolique est quelque chose sur lequel il y a encore énormément d'activités. Donc, je voulais faire nous sommes encore intéressés à ces espaces hyperboliques. Et un des sujets qui est très, très chouette, c'est les bières. Et les bières, c'est exactement ce que vous avez en tête. Sauf que les questions que se posent les mathématiciens ne sont pas les vôtres. Donc, j'aimerais prédire la trajectoire d'une balle de billard en utilisant simplement la géométrie euclidienne pour l'instant. Donc, je sais que si je trace une droite en tiret perpendiculaire à la frontière de ma table de billard, l'angle incident marqué d'un seul côté doit être égal à l'angle réfléchi marqué par 2. Le problème est difficile de tracer la trajectoire au complet, mais il y a un truc génial qui consiste à prendre la table de billard et la réfléchir comme ça. Donc, vous pouvez jouer avec les angles. Lui est égal à lui et par réflexion, il est égal à lui. Donc, en fait, si je trouve cette droite-là, il va falloir que ceci soit une droite pour que les 2 angles opposés soient égaux. Donc, même si c'était difficile de prédire ce qui était la trajectoire ici, dire que c'est une droite dans la réflexion, c'est facile. Puis quand on a le truc, donner ça à un mathématicien, il sait quoi faire. Donc, voici une platée de table de billard
tout réfléchi pour que ça marche. Donc, je vais rajouter un petit point noir pour dire que cette table-là a été réfléchie comme ça. Puis, la table où le segment 3 a été réfléchi à nouveau comme ça. Donc, elle a repris la même position que la table originale. Mais pour obtenir la table où le 4 est, je vais faire une réflexion comme ceci. Donc, c'est un petit peu compliqué de tenir tout ça en tête, mais voici la trajectoire que je peux reconstruire en refaisant des réflexions appropriées en regardant sur le point sur ce dessin-là. Donc, cette trajectoire est difficile à obtenir, mais pour obtenir une trajectoire qui va revenir au point initial dans la même direction, ce dessin-là dit comment faire. Il suffit de prendre un point qui occupe la position identique au point initial dans une table de billard qui a le point noir dans le coin droit inférieur. Ce qui était le cas du point ici. Et je suis sûr que la trajectoire est fermée et revient au point initial dans la même direction. Truc génial. Donc, nouveau jouet. On va se mettre à jouer de toute façon. Et maintenant, je vais changer les règles du jeu, non pas en les réfléchissant, mais en les copiant identiquement. Donc, ça, c'est vraiment bizarre parce que ça veut dire que quand la balle de billard arrive ici, bien, elle revient ici pour recommencer. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, elle part là, puis la table n'a pas besoin d'être réfléchie, elle aura besoin simplement d'être ramenée ici pour tracer 2, puis ensuite 3 et 5. Et je m'aperçois que oui, je serais revenu ici dans cette case-là, mais je reviens plutôt au point initial qui est congruent à la position ici. Donc, vous allez me dire, il n'y a aucun billard que je connais qui fait ça. Vous avez raison. Mais pour les mathématiciens, il y en a parce que ça veut dire que je colle ce côté-là à ce côté-là et celui-ci à celui-ci. Et ça donne quelque chose comme ça. Donc, le petit côté a été recollé, les deux côtés ont été rajoutés ici, puis le long côté a après été rajouté, coïncidé ici, puis c'est le gros boudin noir ici. Les deux lignes en trait en tiret qui se coupent au point initial sont indiquées ici avec le point initial là, et je peux même vous montrer la trajectoire qui ne se coupe pas et qui, en fait, revient à sa position initiale dans la même direction. Et c'est le boudin brun. C'est deux points de vue identiques. Ici, c'est plus facile de voir que je ne me suis probablement pas trompé parce qu'il coupe, cette trajectoire coupe une seule fois le grand côté qui est identifié. Et la coupure est ici. Mais le petit côté est coupé 3 fois. Et donc ici, la coupure est ici, ici et ici, 3 fois. Mon dessin doit être correct. J'aimerais faire maintenant la chose dans un espace hyperbolique. Donc, j'aimerais reprendre ce pavage pour dire, OK, je vais le faire dans ce petit coin et je vais utiliser l'idée des réflexions pour propager mes trajectoires. En fait, curieusement, les matheux aiment mieux ce pavage-là, qui consiste à diviser chacune des tuiles en 2 plus petites tuiles. Donc, regardez-en une favorite, celle que vous voulez, et regardez quand je superpose, j'ai coupé votre tuile en laissant une moitié telle que vous la voyiez avant et l'autre en noir. Donc, ce dessin-là, noir, je vais maintenant le ficeler comme ça et je vais construire un objet qui va être, ceci va être mon billard. J'aimerais le réfléchir et j'ai fait le calcul pour vous. Donc, les premiers, encore, il y a des trous, mais j'en avais ras-le-bol de faire le calcul. Mais le pavé, la mosaïque noire est contenue complètement dans l'orange, dans la jaune, dans la bleue
dans la verte, etc. OK? Et chacun des réflexions, aucune des paires de réflexions ne se touche. Je reviens au dessin original et il y a plusieurs façons de voir la géométrie qui va recoller les côtés. Donc, pour le tord, le beigne avec seulement une poignée, j'ai recollé 4 côtés, les 2 verticaux et les 2 horizontaux. Ici, il y a plusieurs façons de recopier. Ici, on peut, comme pour le tord, recoller les côtés opposés. Mais j'ai trouvé sur YouTube une animation qui recolle le jaune avec le jaune, le vert avec le vert, le rouge avec le vert, le bleu avec le bleu. Prêt? Allons-y. Et il faut maintenant recoller le bleu avec le bleu et le vert avec le vert pour obtenir bien. Alors, si vous n'avez jamais fait de maths, vous allez appeler ça une surface de beigne à 2 trous. C'est tout à fait naturel, mais nous sommes un peu snob et on dit de genre 2. Donc, bon, le genre a une surface de genre 2. Bref, on peut maintenant se poser la question, combien y a-t-il de trajectoires, donc de lignes droites, qui reviennent au point initial dans la même direction sans jamais se croiser une fois? Dans le billard original, ça n'existe pas, sauf les lignes droites perpendiculaires aux côtés. Mais sur le tord, on en a vu. Il y en a beaucoup sur les surfaces de genre 2, 3, 4. Et en fait, on peut pas les énumérer, mais évaluer combien il y en a quand la longueur augmente. Donc, voici un résultat très, très récent. Le nombre de géodésiques droites fermées simples de longueur L sur une face hyperbolique de genre G, le nombre de trous, il faut que G soit au moins 2, est donné par le nombre de ces droites qui se referment sans se couper, va comme la longueur à cette puissance-là. Donc, pour le beigne à 2 trous, G est égal à 2. 2 fois 6, 12, moins 6, 6. Donc, ça augmente comme la 6e puissance de L. Ceci est un résultat dans la thèse de Mariam Mirzakhani, la première femme à gagner la médaille Fields. Elle a gagné à 37 ans et elle est morte à 40. Donc, c'est vraiment une perte. C'est un joli résultat, mais après avoir fini sa thèse, elle a poussé énormément ces résultats-là dans des régions que je ne peux pas décrire, mais qui sont remarquables. J'aimerais vous souhaiter une magnifique journée internationale des mathématiques et merci pour votre attention.